On l'appelle aussi la semelle du pape, mais ça, on a beaucoup plus sous le nom Kermous Nsara, on a sous le nom de Sabbar, on a sous le nom l'Hindi ou le Mous Belhandi. Donc il y a des dénominations algériennes qui, quand on les regarde de très près, nous allons comprendre surtout comment nos aïeuls ont accepté cette plante qui nous vient d'un autre continent et surtout comment qu'ils l'ont adopté, comment qu'ils l'ont transformé et tous les types de transformations et après comment que l'Algérie, des années et des années et des années plus tard, c'est-à-dire à peu près une vingtaine d'années, ils l'ont réintroduite dans des espaces ou des biotopes bien définis. Alors permettez-moi donc tout d'abord de vous donner le contexte. C'est quoi l'agriculture algérienne? Alors l'agriculture algérienne quand même, elle pèse à peu près 14% du PIB. C'est quand même un chiffre important. Sur les 20 dernières années, je ne vais pas vous les donner en masse, mais honnêtement, nous sommes classés dans pas mal de filières sur le top 10 mondial. Ce qui est quand même très très important, c'est-à-dire que l'Algérie, elle a fait un effort assez important dans la production biomasse. Nous allons voir quel type de biomasse, nous allons voir les opportunités, là où on peut labelliser des produits, ce que nous avons déjà labellisé et un produit que nous sommes en train de mener pour la labellisation. Et juste pour que vous sachiez, nous avons une opportunité de labelliser plus de 100 produits, ce qui était déjà fait avant 1962. Alors, juste quelques chiffres. Donc, nous exportons 8,5 millions de dollars et nous importons à peu près 8,6 milliards de dollars. Donc, la balance, elle est de fait. Alors, je vais pas faire beaucoup de politique, je vais y aller directement aux choses intéressantes par rapport au temps qui m'est donné. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons labellisé seulement 3 produits. Alors, qu'est-ce que nous avons labellisé? Vous la connaissez tous, la Deglet Nord de la Tolga, le fromage de Bouaza et la figue de Bnimaouch. 3 produits sur à peu près une possibilité de plus de 120 produits. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de travail pour les centres de recherche et les universités de pouvoir donc accompagner pas mal de produits et pas mal de territoires autour des produits du terroir. Alors, je vais rentrer sur le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire que j'ai eu à interagir avec une plante qui commence quand même à occuper, elle occupe actuellement à peu près 100 000 hectares entre Soukharas et Tébessa, mais les projections sont vers le 1 million d'hectares. Et nous allons voir pour quelles raisons les pouvoirs publics commencent à s'intéresser à cette plante. Il y a un intérêt, nous allons voir, qui est purement environnemental et écologique, mais il y a aussi un intérêt purement industriel. C'est pour ça que je lui ai donné l'intitulé « C'est une plante qui devrait être destinée donc à l'industrie ». Alors, pourquoi l'industrie? Juste une parenthèse, l'industrie agroalimentaire algérienne maintenant, je vous le dis honnêtement, je viens d'une région qui occupe en tout cas un pôle, c'est un vrai pôle de l'industrie agroalimentaire algérienne. Nous avons un niveau de technologie quand même d'un assez bon, très bon niveau de transformation, là où on peut intégrer, il est grand temps qu'on pense à intégrer nos propres productions et de baisser un petit peu le chiffre qu'on a vu tout à l'heure, c'est les fameuses importations. Alors, un petit peu d'histoire. Si on veut connaître un produit, quand on regarde, quand on fait un tour via l'histoire, nous allons comprendre beaucoup de choses. Ce bonhomme, Gonzalo Fernández de Oviedo, c'était le botaniste d'un roi qui a décidé d'occuper tout le Maghreb. C'est Charles Quint, donc qui est un empereur, alors on va dire espagnol. Donc, quand ils ont décidé d'occuper tout le Maghreb, vous avez remarqué que les Espagnols ont fait ce qu'on appelle une colonisation de comptoir. Ils n'ont pas fait la colonisation française qui est une colonisation de masse. Et nous allons voir que sur l'agriculture, il y a beaucoup d'enjeux. Alors, pourquoi ce botaniste, il a cité que les bateaux qui sont venus donc occuper, donc ils ont commencé par Ceuta Melilla, après c'était Oran, après c'était Mostaganem, ils sont arrivés à Béjaïa, ils sont arrivés jusqu'à Tunis. Voilà donc ce que les Espagnols ont fait. Ils ont ramené dans leurs bateaux des raquettes de cactus. Mais pour faire quoi? Eh bien parce que tout simplement, les premières attaques, quand ils ont fait ce qu'on appelle de l'occupation de villes ou de cités comme Béjaïa, il y avait beaucoup d'attaques. Pourquoi? Parce que les Espagnols faisaient des razzias à l'intérieur du bassin. Et pour pouvoir stopper des razzias, nos aïeuls avaient la technique guerrière, l'ismeoul halkar wal far.
Ah, ils étaient des champions. On est toujours des champions dans le cadre Wolfar. Et pour arrêter le cadre Wolfar, il faut des barrières physiques. Parmi les barrières physiques qui ont été utilisées, c'était Kermos Nsara, parce que Mchouak et l'Hassan, il ne peut pas le dépasser. Donc voici la raison où Alash Djabou le Kermos. Et évidemment, Djabou aussi, c'est pour nourrir leurs chevaux. Alors, regardez, c'est le drapeau mexicain. Il y a un aigle qui est en train de manger un serpent sur un Opensia ficus indica. L'histoire de la naissance ou de la mythologie de la nation mexicaine, elle est résumée dans leur drapeau. Et ça, c'est la monnaie du Mexique. Si vous regardez la monnaie, elles sont toutes frappées à l'effigie du cactus. Juste pour que vous sachiez, c'est presque 12 millions d'hectares que le Mexique a planté sur les 50 dernières années. C'est vraiment, ça donne une puissance économique. Et la puissance économique agricole du Mexique est basée essentiellement sur deux plantes, le cactus, le guayule, que je vais vous raconter à peu près dans une année. On est en train de mener toute une démarche assez similaire autour d'une plante qu'on appelle le guayule, qui est donc la plante de préférence pour aller produire du caoutchouc. D'accord. Alors, maintenant, nous et l'Opensia. Le premier livre de l'Opensia au monde qui a été écrit, il a été écrit sur le cactus Irakat d'Algérie par un botaniste qui est venu dans les valises de la colonisation. C'est M. Léon de Rosny. Il a écrit un livre qu'il a appelé l'Opensia. Il faut le lire, ce livre-là. C'est un vrai délice pour connaître un petit peu l'agriculture algérienne sur l'Opensia avant 1830. Ce bonhomme, rare les gens le connaissent, c'est Dumol. C'est le papa de l'agriculture algérienne coloniale qui est toujours d'actualité. Donc ce gars-là a écrit de très belles choses sur l'agriculture. Il a rêvé l'agriculture algérienne pour effacer l'agriculture de nos ancêtres. Pourquoi? Pour occuper un territoire, il faut bien changer, surtout les mœurs, mais changer les habitudes agricoles d'une nation. Donc, le nord de l'Algérie a été façonné par ce monsieur qui a écrit l'agriculture de l'Algérie. On va voir quelques phrases. Ba'd al-Muqtatafat. Alors, ces deux livres de référence, si on veut retrouver les noms vernaculaires des plantes, c'est-à-dire si on veut utiliser une plante, on va se demander, tiens, est-ce qu'il y a de l'inventaire sur le territoire? Et s'il y a cet inventaire, comment que nos aïeux appelaient ces plantes-là? Donc à l'intérieur, nous avons retrouvé presque toutes les dénominations des plantes, mais surtout celles du cactus. Alors, ces deux personnes, qui sont très très importantes dans l'histoire de la botanique algérienne, celui-là, c'est le maître de celui-là, et celui-là, tout le monde le cite, mais rare les gens sachent. Déjà, ils ne connaissent pas son visage. Vous connaissez tous Kezel. Vous le citez tous dans vos références. Il est mort seulement en 2015, pour que vous sachiez. J'ai eu le plaisir d'aller le rencontrer à l'Université de Marseille. C'est une vraie bibliothèque. Actuellement, nous sommes en train de participer avec son équipe pour éditer la 15e édition de la flore de l'Afrique du Nord, dont le papa, c'est Pierre Kezel, et dont le grand-papa, c'est monsieur René Maire. Évidemment, qui a raconté de belles histoires sur le cactus. Alors maintenant, dans ce livre qu'on appelle l'Opensia, ils ont dénommé, ou ils ont donné tous les noms vernaculaires qui existaient en Algérie avant 1857. On l'appelait le Hindi. Et on s'est posé la question, allez, est-ce le Hindi? Le Hindi, parce que les autochtones, c'est-à-dire nos aïeux, ont vu que les premiers planteurs de Hindi, c'était des esclaves que les Espagnols ont ramenés avec eux. Évidemment, et on croyait que c'était les Indiens des Indes, alors que non, c'était des Indiens d'Amérique, exactement du Mexique. C'est pour ça qu'on l'a appelé le Hindi. On l'appelle aussi Sabbar. Beaucoup de gens vous disent Sabbar parce qu'il Sabbar alma, alors que ce n'est pas vrai. Sabbar, ça vient, l'origine, l'étymologie, c'est Dzebar. Dzebar, c'est de l'hébreu, ça veut dire l'étranger. C'était une plante étrangère. On l'appelle aussi Kermos Nsara. Les premiers planteurs étaient donc des chrétiens, donc l'armée chrétienne, elle portait une croix, on l'appelait Kermos Nsara. On l'appelait aussi Kermos Imslem. Kermos Imslem. C'est-à-dire, Wahd Mslem, Wahd Nsara. Pour quelle raison? C'est la variété inerme, hadik li ma andaha chouk, qu'on l'appelait Mslema. Bien sûr, c'est tout à fait normal, les musulmans, voilà.
Après, on l'appelle aussi Kermous Noulrem. Kermous Noulrem, c'est une dénomination qui était propre à une région en Algérie. Alors, dans le livre, c'était la région de Tazmalt. Et on a retrouvé qu'à Tazmalt, il y avait un élevage de chameaux. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait Kermous Noulrem. On l'appelait aussi Tin Chawki. Ils ont écrit dans le livre, c'est les dénominations que les Algériens ont ramenées, qui rohul hajj ou yarja'u. Donc, ça veut dire que le Kermous existait déjà du côté de l'Égypte, etc. On l'appelle aussi semelle du pape, figuier du barbarie, c'est pas la peine que je vous explique pour quelle raison. Alors, on va regarder de très près le livre de Louis Molle, voilà ce qu'il dit en 1845. Alors, cette plante que nous nommons figuier de barbarie est peut-être dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire en ces temps-là, la plus précieuse ou une des plus précieuses productions du terroir algérien. Et là, on s'est posé la question, pour quelle raison? Si on était aussi bon dans la production du figuier de barbarie, c'est qu'il y a une raison. En lisant le livre, on a trouvé pour quelle raison. Nos aïeuls utilisaient le figuier de barbarie comme étant la plante maîtresse dans ce qu'on appelle les cultures intercalaires. Yahbidir zitoun, il fait des sillons. Yahbidir le blé, il fait des sillons. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec des sillons de figuier de barbarie. Et d'ailleurs, actuellement, il y a un retour envers cette pratique. Alors, notre histoire à nous, c'est-à-dire nous, comment qu'on est rentré à l'intérieur? En 2008, à peu près, donc il y a un industriel à Béjaïa, bon, qui avait ramené donc l'idée d'aller produire l'huile de graines de cactus. Vous connaissez tous l'huile de graines de cactus. Actuellement, ça devient quelque chose de très public, quelque chose de très connu, même à très bon prix en Algérie. Alors, quand il nous a ramené ça, son problème à lui, c'est que pour produire 1 litre de graines de cactus, il lui fallait 1 tonne. Et tout le déchet, qu'est-ce qu'il va faire avec? Parce que là où il produisait, eh ben, ça donnait des odeurs extraordinaires, surtout quand ça fermente. Donc, il nous a posé la question, qu'est-ce que je peux faire comme produit et sous-produit des déchets qu'il a au niveau de son extraction? Donc, on va voir un petit peu notre histoire, comment on a fait tout ça. Donc, l'entreprise, c'est l'entreprise Douce de Kabylie, et on s'est dit en ces temps-là, tiens, si nous avons une dénomination qui est propre aux Algériens, parce que si vous y allez au Maroc, alors au Maroc, on l'appelle Tin Chawki, on l'appelle Sbar, en Tunisie, on l'appelle le Hindi, mais il n'y a que nous qui l'appelons le Kermous. D'où vient cette dénomination? En fouillant un petit peu les choses, on a retrouvé un petit peu d'où vient la dénomination. On l'a appelé le Kermous. Le Kermous, parce que quand on a découvert cette plante, on était obligé donc d'aller goûter au moins au fruit, mais pour goûter le fruit, lazim couper le Kermous. Alors, en kabyle, quand on dit ikr, ça veut dire nar. B'larbiya, contre le kr, ça veut dire attaquer. Vous avez le choix de prendre celle que vous voulez, mais dans les deux cas, ikr belmous. Il attaque avec le couteau avant de manger, et ça a donné le kermous. Voilà. Donc, après, évidemment, il y a eu toute une histoire. Hein, donc, cette histoire, elle a fait de telle sorte que nous avons pu rédiger le premier arrêté ministériel pour la filière du cactus avec tout ce beau monde-là. Et ça nous a permis d'encadrer plusieurs doctorants, plusieurs projets de master, alors des projets de recherche qui n'est plus PNR. Oh bon, on en a touché à pas mal de projets. Et d'ailleurs, un des acteurs qui nous a aidés, il est juste là devant vous. Alors, si vous vous intéressez au Kermous, ici à Tipaza, on va regarder quelles sont les conditions qu'il faut pour pouvoir aller s'investir sur le Kermous. Regardez, à Tipaza, vous avez une pluviométrie qui dépasse largement les 100 mm. Alors, quelles sont les régions en Algérie qui ont une pluviométrie, allez, au minimum, c'est de l'aride. De l'aride, c'est surtout la steppe. Vous imaginez un petit peu, on a assisté avec notre ami M. Bitam à une réunion avec la Direction Générale des Forêts. Actuellement, la Direction Générale des Forêts, puisqu'elle est très sensibilisée sur la dimension cactus, elle va injecter à raison de 30% de la restauration du barrage vert en... Et donc, vous voyez, nous avons quand même un intérêt assez particulier pour le cactus. Regardez, je ne vais pas tout raconter, parce que je n'ai que 30 minutes. Regardez, si vous voulez planter du cactus, la matière organique demandée est de 0.
Donc vous imaginez, pour un agriculteur, si on lui dit « Tiens, vous pouvez planter, mais vous ne ramenez rien en matière organique et vous allez avoir des rendements. » Écoutez-moi bien les rendements. Sur 1 hectare, c'est 300 tonnes de raquettes et 30 tonnes de fruits. C'est quand même assez important. Si vous connaissez une plante qui donne plus de rendement que le cactus, vous me la donnez. Alors, j'avance, voilà. Alors, je vais vous donner quelques petites informations pour ceux qui s'intéressent évidemment à cette... Regardez, si vous prenez une raquette, je ne sais pas comment vous l'appelez en arabe, en kabyle on l'appelle ihder, al-dhalfa. Si vous prenez le dhalfa, regardez, il y a du fruit, il y a du mucilage, il y a du tourteau, il y a de la farine. Le fruit, vous pouvez avoir entre 8 et 25 fruits. On va voir qu'il y a un travail qui vient juste d'être publié par nos amis donc, du HCDS, le Haut Commissariat au développement de la steppe, qui est à Djelfa, avec l'université de Djelfa, qu'en Algérie, bon, eux, ils ont détecté à peu près 8 cultivars, mais réellement, on en a beaucoup plus. Mais sur les 8 cultivars, l'intérêt était d'aller chercher les cultivars qui avaient beaucoup de graines et les cultivars qui avaient beaucoup de pulpe. Dans les deux cas, les transformations sont complètement différentes. Le mucilage, regardez les rendements, le tourteau et les farines. Alors, je vais simplifier les choses. Ce mucilage-là joue un rôle important comme épaississant dans les boissons. Vous savez que l'Algérie importe l'essentiel de ses épaississants. La pectine est importée. Le cactus peut fournir, et on va le voir quand on a fait l'identification des masses molaires de ces pectines, il joue presque le même rôle, voire le meilleur que les pectines de l'orange. Le tourteau et les farines, on va le voir tout à l'heure aussi, ils peuvent jouer un rôle important dans l'alimentation animale et surtout dans l'alimentation, alors pas ovine, l'alimentation du poulet de chair. Alors, il y a certainement des chimistes parmi nous. Regardez cette molécule qu'on appelle la bétalaïne, certainement la connaissent, c'est un antioxydant assez puissant. Jusqu'à vous aimez tous le carmos à la fin de l'été. Pourquoi vous l'aimez? Parce que quand vous ouvrez, vous le mettez dans la bouche, vous avez cette sensation de fraîcheur. Cette fraîcheur vient d'où? Elle vient d'une petite réaction qu'on appelle, on l'appelle réaction. Alors, quand celle qui, comment dire, qui baisse la température, elle est. Il y a les exothermiques, il y a les endothermiques. Ça donne une réaction endothermique. Et ça a un avantage terrible pour le goût, et cette molécule coûte excessivement cher quand on sait l'extraire. Mais l'essentiel, 100 grammes de fruits, qu'on a vu tout à l'heure sur la raquette, vous avez 40 à 50% de pulpe, 100 à 300 graines, plus vous avez de la graine, mieux c'est d'orienter vers l'huile, et vous avez des épluchures. Chaque partie, voilà un petit peu tous les travaux que nous avons faits. Alors la pulpe, confiture, gelée, jus, extraction des colorants bétalaïne. La graine, on peut avoir de l'huile. Je ne vais pas trop détailler l'huile parce que c'est la chose la plus connue. La graine, vous pouvez récupérer le tourteau de graines et on va le voir aussi, une importance majeure dans l'alimentation animale. Et vous avez le mucilage. Nous venons juste de parler du mucilage et les épluchures qu'on peut sécher pour l'alimentation bétail. Vous avez vu combien il y a de start-up là-dedans? Il y en a. Alors, un schéma synoptique sur tout ce qu'on peut faire avec le cactus. Vous avez les fleurs. Les fleurs reviennent à peu près à 4000 dinars le kilo. Vous allez me dire, si j'enlève les fleurs, je n'aurai pas les fruits. Juste pour que vous sachiez, si vous faites une petite étude statistique là, à Tipaza, il y a du cactus, je l'ai vu sur la route, vous allez voir que nous consommons au grand des maximum 10 à 15% de ce que produit la nature naturellement. Donc, les Italiens, sur ça, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, ils ont fait une technique. Alors, cette fleur, quand elle vient au mois de mai, ils enlèvent la moitié. Et l'autre moitié, ils la laissent devenir fruit. Donc, la moitié qu'on enlève, on peut la sécher, faire des tisanes avec, etc. Donc, elle a une valeur ajoutée. Et on sait que cette fleur va repousser vers le mois de septembre. Et quand elle repousse au mois de septembre, ça veut dire qu'elle va donner des fruits tardifs vers le mois de décembre. C'est comme ça qu'on produit des fruits du cactus tardifs. Et ça a une valeur ajoutée immense. Voilà un petit peu comment font les Italiens. Une technique que nous avons copiée, que nous avons assise au niveau de nos amis de Soukaras. Regardez aussi, chose importante pour l'apiculture. Vous savez, si vous regardez les chiffres de nos amis de l'agriculture, la région de Taref, la région de Skikda, la région de Béjaïa et la région de Tizi Ouzou ont toujours occupé le haut du pavé sur la production apicole.
Vous savez tous pour quelles raisons, région forestière, etc., etc. Mais vu les feux de forêt, ça a fait de telle sorte que sur les 3 dernières années, c'est Souk-Haras qui est devenue la première région apicole d'Algérie. Ça, c'est essentiellement dû aux 60 000 hectares plantés du côté de Sidi Farj, donc une région au sud de Souk-Haras. Donc, la raquette, on peut faire avec des fourrages, pour les protéines animales, mais on peut faire aussi des marinades. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un jeu qui était très connu chez les Algériens, on l'appelait atabar. Atabar, on prenait un petit couteau comme ça et on le lançait sur la raquette. Et une fois que ça, si on rate, on est obligé de goûter. Et quand on goûte, c'est là on va reconnaître ce que c'est que ceux qui connaissent bien la chimie, en tout cas la chimie pasteurienne, c'est lui qui a découvert l'acide oxalique. Donc si vous regardez, donc vous allez vraiment goûter l'acide oxalique. Mais la raquette, avant 3 mois, ne produit pas d'acide. Et on a récupéré ce procédé pour pouvoir les faire en marinade. Ça ressemble à du concombre cuit. Et ça a une valeur ajoutée immense. Alors, la figue, c'est pas la peine, je viens juste de parler. Donc, vous pouvez arriver jusqu'au colorant naturel. Regardez donc toutes les possibilités qu'il y a en termes de produits et sous-produits autour de cette dimension que nous avons appelée la filière carmosicole. Alors, maintenant, on va faire passer un petit peu en dehors du monde de l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Pourquoi on devrait planter autant d'hectares surtout au niveau de la steppe, voire même au niveau, du Sahara, puisque l'Algérie est en train de s'investir actuellement avec force et vigueur sur l'agriculture saharienne. Alors, c'est une plante anti-érosive par excellence. Juste, je me permets comme ça, je fais passer, mais vu que c'est une histoire d'amour qui dure à peu près maintenant 15 ans, nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Ce sont les problèmes de résistance à l'introduction des plantes dans des endroits bien définis. Surtout, ce sont les résistances qui nous viennent de l'environnement. Ces résistances, la première résistance, c'est de dire que le cactus est une plante invasive. Il n'y a pas un Algérien, surtout qui a vécu au nord, c'est une technique très connue. Et quand on entoure ou quand on clôture avec le cactus, est-ce que le cactus, quand vous le mettez dans un endroit, vous le retrouvez dans un autre endroit? Extrêmement rare. Ça a pris 2 années pour pouvoir démontrer que le cactus n'était pas une plante invasive, ce qui a fait beaucoup de retard. Alors, c'est aussi, pour les botanistes, c'est un terme barbare qu'on utilise. Le carmos, il aide les conditions hydaphiques. Conditions hydaphiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il pousse, il permet aux autres plantes de pousser à un étage inférieur. Et c'est pour ça qu'il devient le champion de la culture intercalaire. Il aide la poussée des autres plantes. Alors, j'avance. Ça, j'en ai parlé. Ah oui. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent donc aussi, si on le fait en hyper-intensif, je vais vous montrer quelques images. Regardez au 2e mois quand on plante en hyper-intensif. Regardez comment que ça avance. Ça, vous êtes en train de regarder ce qui se passe à Souk-Haras. 2e mois, 3e mois, 5e mois, 7e mois, 9e mois et 10e mois. C'est très beau, hein. C'est une mer verte. Vous imaginez, là, c'est essentiellement destiné pour une pépinière de cactus. Pour quelle raison? Parce que je vous ai dit, il y a 200 millions de dollars qui sont injectés pour le barrage vert. Évidemment, il faut maintenant produire, il faut qu'il y ait beaucoup de pépinières pour pouvoir, évidemment, ils sont plus 30% de toute la surface du barrage vert. Alors, ceux qui étaient aussi contre l'introduction du cactus, surtout là où il y a le camelin, ils ont dit, tiens, le cactus peut tuer le camelin. Je vais vous faire une petite démonstration, comment que le camelin, alors, ça va venir, je peux vous assurer qu'il le bouffe comme du chewing-gum, hein. Il l'adore, il a une dentition, il a ce qu'on appelle des tissus au niveau de la bouche qui sont adaptés à manger des... Voilà. Vous pensez que honnêtement, vous pensez que le camelin déteste le cactus? Il adore, hein. Et donc là, c'était des preuves qu'on apportait donc aux gens
parce qu'ils ont dégagé un groupement allemand qu'on appelle la GIZ pour regarder est-ce qu'il y a, etc. Donc on leur ramenait des preuves à chaque fois pour dire oh, il n'y a aucun danger d'introduire le... Vous avez vu comment qu'il adore? C'est parfait, hein? Alors, maintenant, l'université algérienne et la production scientifique autour du cactus. On occupe le 23e rang mondial sur la production cactus, en termes de nombre de publications orientées seulement sur le Ficus opensia indica. C'est comme ça qu'il porte le nom barbare. Alors, sur la production scientifique, à peu près 82 documents. Si je vous ai montré 82 documents, parce qu'au monde, il n'y en a que 2251 documents. C'est extrêmement. Pourquoi? Parce que le pays qui a produit le plus d'informations sur le cactus, qui est le Mexique, il ne publie pas ni sur le rang A, ni sur le rang B quand il s'agit du cactus. Donc l'information se retrouve ailleurs. Alors, ça, quelques travaux que nous avons faits, donc essentiellement orientés vers la transformation. Par exemple, la production, on regardait la rhéologie, comment dire, du mucilage. Alors, ça, la même chose. Donc, on a tenté, on a testé toutes les techniques d'extraction de ce mucilage. Nous, on s'est spécialisé un petit peu sur les techniques d'extraction, soit par ultrasons, soit par micro-ondes. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, si on extrait traditionnellement, ça prend beaucoup de temps. Avec le micro-ondes des ultrasons, vous avez ça, c'est en minutes, quoi. Voilà. La même chose, donc ça c'est un travail que nous avons fait avec un grand industriel donc de Béjaïa, qui fait de la margarine. Nous avons pris donc les épluchures, nous avons extrait les polyphénols des épluchures, on les a injectés dans la margarine comme étant des conservateurs. Évidemment, ça a augmenté le temps de conservation. Alors, ça c'est pour le traitement des eaux. Je vais vous raconter une petite histoire aussi. Dans le livre sur le Opensia ficus indica, c'est écrit que les autochtones, c'est-à-dire nous, nos aïeux, quand il y avait donc des événements pluviométriques, il y avait de la turbidité dans les puits d'eau. Et quand il y avait de la turbidité, qu'est-ce qu'ils faisaient nos aïeux? Ils coupaient donc des tranches de cactus et ils les mettaient à l'intérieur du puits. Eh ben, ça s'éclaircit. C'est-à-dire, en fin de compte, ça décante. Donc, c'est un très bon décanteur. Nous avons donc fait, autour de ça, plusieurs publications. C'est déterminer les motifs de décantation, quelles sont les molécules responsables, et surtout, quel type de traitement ça fait. Et bien évidemment, on a produit beaucoup de publications pour démontrer que le cactus possède donc un mucilage qui est un excellent décanteur, mais surtout biodégradable. Alors, ça, c'est un travail qui vient juste sortir il y a 3 ou 4 jours. Alors, ça aussi, c'est un travail que nous avons fait avec nos amis polonais. Évidemment, il faut trouver des solutions pour les déchets de l'industriel. L'industriel nous a ramené beaucoup de pulpe. La pulpe, ben c'est très simple, soit on la transforme, on lui ajoute un petit peu de sucre et on la fait cuire pour faire donc de la gelée ou de la confiture, ou tout simplement, il fallait tout simplement enlever l'eau pour faire un concentré de jus, puisqu'en Algérie, nous avons un sérieux problème de concentré de jus. Donc nous avons, comment dire, préparé des concentrés de jus avec distillation osmotique. C'est-à-dire, on ne dépensait pas de l'énergie pour faire évaporer de l'eau, mais seulement en jouant sur l'osmose. D'accord, c'est en mettant d'un côté une solution saline, donc l'eau se retrouve de l'autre côté, et on concentrait nos pulpes jusqu'à presque à 23 degrés Brix. Donc on obtenait quand même d'excellents concentrés de jus que le commercial peut utiliser. Alors ça c'est le tourteau. Quand vous prenez la graine, vous la mettez dans une presse à froid, donc une vis sans fin. Il suffit seulement d'écraser la graine. Vous avez donc l'huile et de l'autre côté, vous avez le tourteau. Je vous ai dit, je vais pas vous parler de l'huile. Vous savez pour quelle raison je ne vais pas vous parler de l'huile? Parce que c'est l'huile préférée des femmes. Et pourquoi c'est le préféré des femmes? Parce qu'il est un antiride puissant. Donc c'est pas la peine que nous on n'est pas concernés. Donc, le tourteau qui reste, nous l'avons testé dans l'alimentation du poulet de chair. Le poulet de chair, comme vous le savez, on l'abat au 45e jour. Il atteint sa masse critique, pour vous dire, la masse critique étant entre 1,6 kg et 1,8 kg. Pour quelle raison? Parce que c'est la technologie de la rôtisserie. Il faut sinon, la rôtisserie, si c'est un peu supérieur, ça va pas tourner. Si c'est inférieur, ça va tourner très vite. Donc, c'est réglé de telle façon que ça soit entre 1,6 et 1,8. Nous avons pu obtenir ce poids à 38 jours.
Alors ça, c'est nos amis donc, de l'Julfa qui ont donc pu démontrer que dans l'air, là où ils sont en train de faire les pépinières de cactus, ils sont à peu près à 8 cultivars. Évidemment, moi je le pense honnêtement qu'on en a à peu près 50, si ce n'est pas plus, mais c'est un travail à continuer pour pouvoir donc identifier tous les cultivars cactus qui existent en Algérie. Ça, c'est un travail que nous sommes en train de mener actuellement. Nous voulons insérer le cactus dans les coupe-feux des forêts de Béjaïa et de Tizi Ouzou. Nous voulons faire des tests, et non seulement au niveau des coupe-feux, mais aussi les tester au niveau des pénétrantes, parce que c'est une plante anti-érosive, mais aussi le tester sur les infrastructures ferroviaires. Rappelez-vous, quand on était jeune, quand on prenait le train, quand on regardait de travers, on voyait toujours des sillons de cactus. Ben, on les a tous enlevés et on ne sait pas pour quelle raison. Il est grand temps de les remettre parce que ça maintient l'infrastructure. Alors ça, c'est un travail que nous faisons aussi avec nos amis, surtout le milieu associatif et la femme rurale. Donc, nous leur apprenons à faire de la saponification avec de l'huile de graines de cactus. Et on leur apprenons aussi à mouler, à faire des belles choses. Ça, ce sont des savons que nous avons fait avec une association. Nous avons fait avec une association de la femme rurale à Béjaïa. Et ça, je vais finir, hein, vous savez, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de femme rurale, etc. Mais c'est une histoire de culture et d'art. Regardez ce que font les gens avec les raquettes de cactus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Yeah, thanks a lot for your great talk. C'était un grand plaisir, oui. We've learned a lot from the cactus. So, yeah, great. But now, have some questions for the next 10 or 15 minutes or so if you have any questions. Cactus, yeah, calmos. Très bien. Donc, moi, j'ai voulu ajouter une opportunité de ce que vous avez énoncé à travers la présentation, qui est une réflexion actuelle concernant ces fibres. C'est qu'ils disent, d'après les extractions de ces molécules chimiques, elles contiennent une molécule similaire à l'insuline. D'ailleurs, elle l'appelle l'insuline naturelle. Est-ce que c'est le cas? D'après différentes lectures, est-ce que vous avez l'occasion de passer en revue sur ce point? La deuxième opportunité, il y a des travaux qui ont été déjà accomplis. C'est des plantes qui donnent des biocarburants d'excellence, malheureusement à des rendements faibles puisqu'on n'a pas d'électricité sur ça. Ma dernière question, c'est juste un des conseils qu'on nous donne quand on consomme ces fibres. Il ne faut jamais les prendre à jeun. Est-ce qu'on a une explication sur ce point? Je commence par la troisième, mais c'est la plus connue. En kabyle, on dit « Akarmos istafabot ». En plus clair, ça veut dire quand vous mangez la figue de Barbarie, vous risquez une constipation. En plus clair, c'est ça. Tout à l'heure, je suis pas rentré dans le détail, mais quand j'ai parlé de l'alimentation pour le poulet de chair, à votre avis, pourquoi le poulet de chair on a obtenu la masse d'abattage à 38 jours et non pas à 45 jours? C'est bien que je vous montre un petit peu la vidéo qui va avec. Si je vous montre le parterre, parce que quand on fait du poulet de chair, le poulet de chair, il est connu pour les problèmes dysentriques. Il s'hèle. Et quand on a fait donc beaucoup avec un contrôle, le parterre est plein de déjections, on va les appeler comme ça. Par contre, ceux qui étaient à 10%, il n'y avait presque pas de déjection. Ça veut dire que le poulet de chair a eu une légère constipation. Alors on mettra ça, une légère constipation. Donc, la question que vous m'avez... C'est déjà connu, il y a eu beaucoup de publications
sur les gens qui mangent beaucoup de figues. وحنا الله يبارك c'est-à-dire on n'a pas de modération quand on mange, surtout quand elles sont fraîches. En amont. Alors, pour les gens, maintenant, je vais vous donner ce qui est publié. Les gens qui dépassent la cinquantaine, c'est-à-dire des gens comme moi, c'est pas bien de dépasser 4 figues par jour. Pour quelle raison? Ils l'ont écrit pour quelle raison? C'est à cause des graines. Les graines, elles sont stoppées au niveau du duodénum. Et le duodénum est considéré comme étant un accordéon qui fait déplacer donc le bouillon qu'on bouffe, quoi. Et ce duodénum se retrouve donc ralenti par le fait, et en plus c'est des graines qui ne sont pas dégradables, non, digérables. Et si le duodénum s'arrête, si on exagère, vous savez, en Algérie, en moyenne, il y a presque 200 opérations par an pour des gens qui dépassent 50 ans et des fois ils meurent et on leur coupe des parties du duodénum. Parce qu'on ça bouge, hein, il n'y a aucune possibilité sauf couper. Alors ça c'est pour sur l'insuline. Vous m'avez posé. Honnêtement, j'ai entendu parler de ça. J'ai cherché la publication, et quand je vous dis j'ai cherché la publication, soit au niveau Web of Science, soit au niveau de Scopus. Dans ces deux bases de données, cette information n'existe pas. Voilà. Donc je ne peux pas vous... Parce qu'on l'a cherché, je l'ai retrouvé d'ailleurs sur Facebook. Les gens qui disaient que ça peut. Mais par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle a un indice glycémique qui est assez faible. C'est-à-dire les gens qui sont diabétiques peuvent manger la figue de barbe parce que l'indice glycémique est assez faible. Enfin, c'est normal. Il faut pas, surtout si vous dépassez 50 ans, il faut pas trop exagérer. Parce que le duodénum aussi travaille. Par contre, pour la dernière question, c'était sur les biocarburants. Honnêtement, une partie de ma vie, j'ai travaillé sur les biocarburants, mais on a travaillé beaucoup plus sur la récupération des huiles d'olive qu'on hystérifiait et ça donnait avec de bons rendements. Mais par contre, à ce niveau-là, même au Mexique, on ne le teste pas. Parce que l'essentiel des produits et sous-produits sont destinés à l'alimentation, surtout humaine et animale. Voilà. Je vous remercie. Salam alaikum, docteur Wilazania, chercheur au CRAPS. Voilà, monsieur, vous avez dit tout à l'heure que là où on va en Algérie, on trouve les figues de barbe. Est-ce que c'est la même espèce partout? Et qu'est-ce qu'on fait pour protéger notre espèce? Alors, comme vous le savez, par exemple, la figue sèche de Limoges, elle a été labellisée. Où on est par rapport à ce type de... Merci. Alors, vous savez qu'il y a toujours un problème quand on fait la monoculture. Quand on fait la monoculture, s'il y a un insecte qui se balade par là et qui aime votre monoculture, il va vous la détruire et personne ne peut vous protéger parce qu'il y a seulement... J'arrive, bien sûr. Le Maroc, qui a déclaré il y a quelques années qu'il possède 350 000 hectares de cactus, la Tunisie déclare 450 000, nous on déclare 100 000, mais le Maroc a perdu 80% de son parc figuicole à cause de la fameuse cochenille. Voilà. Elle a fait un vrai ravage. D'ailleurs, elle a fait tellement un vrai ravage qu'elle est maintenant du côté de Tlemcen et du côté d'Ain Tmouchent. Donc, alhamdoulilah, c'est que de ce côté-là, ce n'est pas très bien développé. C'est-à-dire, la figue... Non, ce n'est pas la même espèce. Pour le rouge de cochenille, vous voulez dire. Je vais raconter l'histoire, bien sûr. Ce n'est pas la même espèce. Ce n'est pas celle-là qui dégrade. Ah, il faut m'arrêter. Je peux vous raconter le cactus. Vous savez, nous avons une espèce qui est la plus plantée en Afrique du Sud. Elle s'appelle l'Algéria. Pour quelle raison? Parce qu'elle a les raquettes les plus grandes. Et pour quelle raison? Nous vendons en moyenne, si vous regardez le chiffre des douanes, nous vendons en moyenne entre 2 à 3 millions de dollars de cactus, donc de figues,
aux Africains du Sud. Alors, ils ont plus de cactus que nous. Eux, ils destinent essentiellement leur production à la destruction via la cochenille pour produire le rouge de cochenille. Mais ce n'est pas la même espèce qui est au Maroc. Ah oui, c'est une autre espèce. Une autre espèce, celle-là, c'est une espèce ravageuse. Elle détruit et elle n'a aucune utilité. Donc, la seule manière de détruire, c'est de mettre de la chaux ou de brûler. Ce qui est très difficile, brûler le cactus. Maintenant, ce qui est bien au Maroc, et ça, c'est que au Maroc, il y a eu des cultivars qui ont développé une résistance à la cochenille. Actuellement, ils sont en pleine sélection des cultivars résistants. Ça veut dire que demain, ils vont donc bien remplacer les choses. Chez nous, elle s'est arrêtée au niveau d'Ain Temouchent. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de déplacement entre les champs, il n'y a pas une activité industrielle autour de... Mais par contre, si elle arrive du côté de Sokhara ou de Tébessa, ça va, alhamdoulilah, c'est assez simple. Voilà donc les dernières remarques. Madame, vous m'avez posé, c'était... Les cultivars. Ah, les cultivars. C'est sur les... Est-ce qu'il y a une espèce ou plusieurs? Je vous ai dit tout à l'heure, l'espèce c'est l'Opensia ficus indica. Il y en a d'autres espèces, hein. Il y en a à peu près une dizaine. Mais sur l'Opensia ficus indica, les gens de Djelfa ont déterminé, ils ont caractérisé 8 cultivars. Mais honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Parce qu'eux, ils ont étudié seulement sur une aire géographique assez bien définie. Donc, s'ils vont regarder ailleurs, il y en a. D'ailleurs, à Béjaïa, il y a un cultivar, il y aura une publication sur la Blanca. Alors, une figue fait à peu près 400 grammes. À 400 grammes, c'est-à-dire, takil wahda, kouchiklit kilo. Donc, Hadi, elle va avoir ce qu'on appelle un impact si quelqu'un veut vendre le fruit. Voilà. Voilà, madame. Je pense que j'ai répondu. Pour la protection, ce qu'on fait pour protéger cette... Actuellement, vous pouvez prendre comme ça et écrivez. Allez sur Facebook, il y a une page qui a fait un réseau de surveillance. Elle s'appelle Algéria Carmosicole. Rentrez dedans et vous allez être informé. Je suis le gestionnaire de cette page. Voilà, je profite comme ça pour que j'ai un peu plus de bio. Voilà. Madame. Je remercie d'abord le professeur Fodé Ladani pour cette excellente conférence. On a appris beaucoup de choses. Eh bien, merci. Par exemple, vous avez dit que c'est une plante très invasive, mais pour votre information... Non, je n'ai pas... Invasive, oui. Non, j'ai dit, les gens voulaient l'accuser qu'elle soit une plante invasive. Ben, elle n'est pas du tout. Oui, dans notre région, par exemple, au pied du Djurdjura, on est ravagé par les singes. Et ça saute dessus très facilement. Ça a détruit pratiquement toute la partie que nous avons de nos possédants. Et, je vais vous en parler de ça. Je ne sais pas si ça la consomme ou là, si le singe... Ils adorent. Nous sommes des primates comme le singe. Nous adorons le cactus comme le singe adore le cactus. Bien sûr. Justement, je voulais vous poser une question par rapport à la période. La période de plantation. Voilà, planter le figuier, parce que selon ce qu'on dit, on peut planter, c'est-à-dire au mois d'août, si on veut récolter le fruit. Et au mois de mai, si on veut avoir la graine, est-ce que cela... Non, ça c'est de la lumière. C'est-à-dire si ça peut être riche en graines, c'est pendant le mois d'août. Non. Là, c'est le cultivar. Non. Je vais vous en parler. Ça, c'est l'itinéraire. Il y a un très bon document qui a été produit, que vous pouvez trouver sur la page Algéria Carmosicole. C'est les itinéraires techniques concernant la filière figuicole. Donc, vous allez trouver presque toute l'information. Par rapport à l'information que vous venez juste de donner, de plus en plus d'Algériens commencent à s'intéresser, parce que souvent, on s'intéresse aux ravageurs,
les insectes, les virus, ça, il y a beaucoup d'études, mais rarement on regarde les situations conflictuelles sur des espaces bien définis entre l'homme et les animaux, surtout l'homme et le singe. Rares sont les études, il y a 2 ou 3 études depuis 1962 au jour d'aujourd'hui. Sur le singe, c'est assez particulier parce que vous avez cité le Djurdjura, hein, dommage que j'ai pas ramené les photos, il y a de très belles photos à montrer. C'est la même chose partout. Hein. Le cactus est un très bon indicateur aussi des changements climatiques. Ça, c'est pour que vous sachiez. Quand on regarde l'épaisseur de la raquette, parce que là, je monte des raquettes, elles sont bien pleines d'eau. Hein. Mais quand il n'y a pas d'eau, il faut voir, hein, la raquette même, elle se ride. Donc, elle a besoin d'eau. Vous avez un très bon indicateur. Si la raquette ne va pas bien, c'est que toutes les autres plantes ne vont pas bien. Pour quelle raison? Je fais un petit rappel botanique pour tout le monde. Vous savez, le monde des plantes, il n'y a que 3 types de métabolisme. Il y a le métabolisme C3, le métabolisme C4 et le métabolisme CAM. Le métabolisme C3, c'est chez Monsieur le blé. Le blé, c'est 450 grammes pour vous produire 1 gramme de matière organique. Le C4, c'est Monsieur maïs. Le maïs, c'est 250 grammes pour vous donner 1 gramme de matière organique. Mais par contre, Monsieur Cactus, c'est 50 grammes d'eau pour vous donner 1 gramme de matière organique. Ça veut dire, s'il n'arrive pas à les donner, il y a un vrai problème de sécheresse. Et nous avons vécu sur les 5 dernières années un vrai problème de sécheresse. Ça, même ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup disent qu'il y a un manque d'eau terrible. Et le premier qui l'attaque, c'est le singe. Le singe subit aussi les changements climatiques. Il y a pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y a de sérieux problèmes. Vous entendez tous parler de la figue de Bni Maouche, mais ce n'est pas Bni Maouche qui est le premier producteur dans la région de Béjaïa de la figue. Nous regardons la figue sèche, ça. Mais la production, elle est dans la figue fraîche. Et dans la figue fraîche, c'est le Sahel, c'est Sortenine, c'est là où il y a l'essentiel de la production. Si vous allez de ce côté-là, vous allez voir que les interactions sont très négatives entre les hommes et les singes. Les singes descendent pour aller manger. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de singes qu'on est en train de tuer seulement pour qu'ils ne piquent pas la figue. Et ce type-là, il faut les étudier pour pouvoir délimiter et pour pouvoir faire les choses scientifiquement pour que tout le monde trouve sa place. Voilà. Merci, madame.